go, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo de la série Vers le Tour. Donc c'est très simple, on va parler des différentes équipes participant au Tour de France 2024. On va parler de leur histoire, etc., des différents grands coureurs qui sont passés, des résultats marquants, etc., pour ensuite arriver sur le Tour de France 2024, parler de leur start list, de leurs objectifs et enfin donner notre avis, bien entendu, sur la question. Et donc aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de la Ineos Grenadiers, anciennement Sky. Voilà, une équipe qui a vu quand même passer de très grands coureurs comme Bradley Wiggins, Chris Froome, actuellement encore Geraint Thomas, Mark Cavendish, etc. Et donc on va se pencher sur leur histoire, comment elle a été créée, et arriver du coup sur le Tour de France et voir quels sont leurs objectifs et comment ils vont s'y prendre. Donc du coup, pour la Sky, tout commence en juillet 2008. La British Cycling, donc la fédération anglaise de cyclisme, à l'époque, elle avait conclu un partenariat avec Sky, mais sur la piste dans un premier temps, donc c'était exclusivement sur la piste. Et le but, c'était de créer un programme qui avait comme objectif du coup de dénicher et de faire éclore les différents talents britanniques sur piste. Donc ils ont créé à l'époque une équipe sur piste, la Sky Track Cycling, et développer le programme du coup Skyride qui lui plus globalement visait à pousser les Britanniques à utiliser plus souvent leur vélo, notamment au travers d'événements sportifs ouverts à toutes et à tous. Et donc du coup, en 2008, il y a les Jeux Olympiques d'été à Pékin. D'un point de vue vélo, que ce soit piste et même route, etc., ça a été un grand succès pour la délégation britannique, que sur ces Jeux Olympiques, ils remportent pas moins de 8 médailles d'or, auxquelles on peut ajouter quelques médailles d'argent et quelques médailles de bronze. Donc du coup, c'est un énorme succès et suite à ce succès, la British Cycling, elle va pousser le sponsor Sky, à investir dans une structure sur route. Donc cette structure sur route, elle a un objectif vraiment, vraiment fou, c'est, gagner le Tour de France avec un cycliste britannique au cours des 5 prochaines années et bien entendu, évidemment dénicher et faire éclore, les différents talents britanniques, mais maintenant sur route également. Donc il se passe, quelques semaines de tractation et de négociations et la Sky accepte finalement et l'accord entre la British Cycling et la Sky est officialisé au grand public le 26 février 2009. On assiste donc à la naissance de la Sky Pro Cycling, le premier nom de l'équipe, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le recrutement à l'époque est en adéquation avec les ambitions. Et donc on va commencer forcément par les coureurs et globalement les grands leaders. Donc du côté des classements généraux des courses par étapes, il y aura Bradley Wiggins qui sort d'une quatrième place sur le Tour de France 2009 et qui sera du coup la tête d'affiche de l'équipe sur les classements généraux, principalement sur les grands tours. Ensuite, sur le côté plus classique ardennaise, il y aura la venue de Simon Gerrans qui en 2009 remporte une étape sur le Giro, sur la Vuelta, le Grand Prix de Plouay et fait un top 10 sur les trois classiques ardennaises. Et côté classique flandrienne, on aura Juan Antonio Flecha, le coureur espagnol qui lui sort d'une très belle sixième place sur Paris-Roubaix en 2009. À côté de ces trois leaders principaux, il y aura beaucoup de coureurs à fort potentiel comme Edvald Boasson-Hagen, Peter Kinnock, Jan Stannard ou encore Chris Froome qui seront là pour les accompagner et se développer évidemment. Côté de l'encadrement, David Braceford sera à la tête de l'équipe. Il était déjà à la tête de la délégation britannique de cyclisme aux Jeux Olympiques de Pékin, pour lequel j'ai déjà expliqué le succès qu'il y a eu. Et il sera entouré avec des directeurs sportifs comme Scott Sunderland, qui sera le directeur sportif principal, mais qui quittera l'équipe, il me semble, en mai 2010 pour passer plus de temps avec ses proches. Mais il pourra toujours compter évidemment sur Sean Yates, Steven De Jong et Marcus Ljungqvist. Excusez-moi pour la prononciation. Concernant les équipementiers, les vélos ce seront des Pinarello comme aujourd'hui, donc on peut voir que c'est un partenariat qui a très bien marché. Shimano équipera du coup les vélos. Pour la tenue, ce sera dans un premier temps Adidas, après il y aura Castelli et d'autres marques qui s'échangeront, mais au début ce sera Adidas. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du maillot, mais c'était un maillot vraiment tout noir, short noir, bande bleue au niveau du torse avec le nom Sky dessus et sur le dos c'était blanc et la bande au lieu d'être horizontale comme à l'avant, elle était verticale et beaucoup plus fine et était bleue également. Donc on arrive au début de saison 2010, l'équipe remporte des courses dès le mois de janvier avec notamment Greg Anderson et Chris Sutton. On peut parler aussi des victoires de Boasson-Hagen sur Tirreno et d'Henderson sur Paris-Nice, ainsi que la victoire de Flecha sur l'Omloop. Et enfin, en point d'orgue de cette saison, la victoire de Bradley Wiggins sur le prologue du Tour d'Italie et le port du maillot rose de leader. Une première pour l'équipe, du coup, toute nouvellement créée. Donc le bilan de cette année 2010, franchement, il est très prometteur. 22 victoires en tout, dont 7 en World Tour.
quelques titres de champions nationaux également. Au niveau du recrutement, on aura l'arrivée d'un Rigoberto Urán ou d'un Michael Rogers notamment. Donc voilà, l'équipe est dans un processus de construction et d'évolution quand même logique et prometteur pour la suite. En 2011, du coup, bah, c'est pareil, victoire dès le mois de janvier sur le Tour Down Under avec Ben Swift notamment. Il y aura aussi une très grosse saison cette année-là de Boisson-Hagen, 2 victoires sur le Tour et à la fin de la saison, il a 8 victoires dont 5 en World Tour. Bradley Wiggins, lui, bah, sur ce même Tour de France, il chutera et abandonnera la 7e étape suite à une fracture de la clavicule. Mais ce sera un mal pour un bien puisqu'il reviendra sur la Vuelta et lui et Chris Froome finiront deuxième et troisième avec en bonus 2 victoires d'étape pour Chris Froome. Sauf que bah, le vainqueur de l'époque, Juan José Cobo, bah, il a été disqualifié quelques années plus tard pour une prise de produits dopants, tout simplement. Et du coup, c'est Chris Froome qui a hérité du succès sur cette Vuelta quelques années après. Donc, le premier succès au classement général sur Grand Tour pour la Sky arrive dès leur deuxième saison avec cette Vuelta 2011. Au terme de bilan, enfin pour le bilan, c'est à la hausse également avec 34 victoires, dont 14 en World Tour. Et là, il y a un gros recrutement qui est fait avec notamment Mark Cavendish, Sergio Henao et enfin Richie Porte. Et donc là, on commence à avoir affaire à à la super team Sky qu'on a connue de 2013 jusqu'à 2020 environ, voire peut-être un peu après si on veut être gentil. Mais c'est voilà, tout commence à partir de ce moment-là. Et après, bon, bah, je vais un peu résumer, mais globalement, c'est succès sur succès. 2012, c'est une année, bah, c'est l'année où le projet se réalise enfin, puisque Bradley Wiggins remporte le Tour de France 2012 devant Chris Froome. Chris Froome d'ailleurs qui semblait plus fort que lui, donc s'il avait été un peu plus égoïste, il aurait son 5e Tour de France au palmarès aujourd'hui, je pense. Bradley Wiggins sera d'ailleurs aussi cette année-là champion olympique du chrono à domicile en plus. Donc c'est dire son année extraordinaire. Après, voilà, il y aura notamment 6 victoires d'étape sur le Tour. Mark Cavendish, lui, ce sera 15 victoires au total cette année. Et l'équipe finira avec plus de 50 succès. Et c'est là aussi, bon, c'est pas trop le sujet, mais c'est aussi à partir de cette époque-là où les suspicions extrasportives commencent, notamment après avec le Tour de France 2013 et l'attaque de Froome dans le Ventoux. Je pense qu'on s'en rappelle tous, on se rappelle tous de ce qu'on faisait à cette époque-là. Moi, je me rappelle que quand j'ai vu ça, j'étais choqué, vraiment impressionné. Je ne pensais pas que c'était possible de faire quelque chose comme ça et surtout de faire passer Romain Kreuziger et Alberto Contador pour des enfants, on va dire. Mais voilà, donc il y a et à partir de là, la dynastie se crée donc et la Sky remportera tous les Tours de France, bah, jusqu'à 2019 avec le succès final de Bernal dessus. À côté, il y aura toujours plein de super coureurs qui vont rejoindre, que ce soit des Mikel Nieve, des Wout Poels, des Michal Kwiatkowski et cetera au fur et à mesure des années. À noter que l'équipe remportera ses premiers monuments, notamment avec Wout Poels en 2016 à Liège et Michal Kwiatkowski remportera lui Milan-San Remo 2017. Et donc ensuite, voilà, c'est toujours le même processus, surdomination sur le Tour de France, le train-train. La seule exception sera 2014, mais Chris Froome abandonnera suite à sa chute sur les pavés, avec notamment Alberto Contador. Un tour qui, nous, en tant que Français, nous a fait plaisir, mais qui a sûrement dû être beaucoup moins rigolo pour Sky. On peut aussi ajouter à ça le Giro 2018 de Chris Froome, où il renverse tout sur son étape de légende. Et bah, également Volta 2017 pour Christopher Froome, évidemment. Du coup, 2019 et déjà, il y a de la nouveauté puisque la Sky, c'est fini. En mai 2019, Ineos, donc la propriété de Sir Jim Ratcliffe, rachète la compagnie Tour Racing Limited et il rachète du coup tous ses droits et ça devient le Team Sky devient la Team Ineos. Voilà, donc ça c'est déjà la première nouvelle. Et ensuite, 2019, en tout cas sur le Tour de France, c'est aussi, le début, comment dire? Je dirais pas d'un downfall, mais d'une baisse de niveau, voilà. C'est quand même les années où on a quand même vu une Ineos, beaucoup moins dominante qu'à l'accoutumée et où on sentait la fin peut-être d'un cycle ou, d'une domination sans partage. On voyait que c'était quand même plus ouvert et donc ça commence avec le Tour de France 2019. On se rappelle notamment, de Thibaut Pinot sur le Tourmalet ou encore à Prat-Delvis. Mais voilà, c'est vraiment, le début de la fin, en termes de surdomination. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire également? C'est que il y a toujours un gros recrutement qui est fait, que ce soit Richard Carapaz, fin 2019, qui vient de gagner le Giro. On peut parler d'Adam Yates, qui arrive en 2020.
Dani Martinez également, voilà. Il y a plein de toujours, c'est toujours la même logique quand même en termes de leader, vraiment des excellents coureurs dans l'équipe. Bon, 2020, il y aura déjà la mort du regretté directeur sportif Nicolas Portal, paix à son âme d'ailleurs, et forcément la pandémie de Covid-19. Mais il y aura aussi un petit changement dans le naming de l'équipe, puisque la Team Ineos deviendra la Team Ineos Grenadiers au cours du mois d'août 2020. Et pour ceux qui ne savent pas, Grenadiers, en fait, c'est un véhicule de la marque Ineos. Et du coup, bah, c'est pour faire la pub du véhicule. Et si vous regardez notamment sur le Tour de France, etc., le véhicule qui suit, c'est une sorte de 4x4 un peu, voilà, de Jeep, je dirais. Et donc, c'est voilà, c'est ça le Grenadiers, du coup. Il y a toujours des victoires de Grand Tour, hein, puisque de toute façon, Sky, depuis leur création, c'est quoi? C'est depuis 2012, la Sky jusqu'à 2021 et le succès de Egan Bernal sur le Giro, c'est 11 Grands Tours remportés, donc 7 Tours de France, 2 Tours d'Italie et 2 Tours d'Espagne. Donc il y a toujours un grand succès, un grand savoir-faire en ce qui concerne la gestion et la victoire finale sur les grands tours. Mais on sent un essoufflement, pardon, pour l'équipe, malgré les recrues quand même de marque, avec, comme j'ai dit, Adam Yates, Dani Martinez, Richie Porte, etc. Et cette fin de cycle, entre guillemets, se voit déjà dès la fin de l'année 2021, où le recrutement il est beaucoup plus ciblé sur des jeunes coureurs à gros potentiel, notamment bah, Magnus Sheffield, Ben Tullet, Ben Turner, Luke Plapp, etc. Donc l'équipe elle cherche surtout, en plus avec l'année précédente, l'arrivée de Tom Pidcock, on voit que l'équipe elle commence aussi à essayer de se renforcer notamment sur les pôles classiques, que ce soit ardennaise ou flandrienne, et essaye aussi de développer beaucoup plus de jeunes coureurs. Donc il y a déjà dans ce temps-là un premier changement au niveau de la stratégie. Et après, bon, il y a encore quelques podiums sur les grands tours après la victoire de Bernal, mais c'est la fin de la surdomination de l'équipe. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire puisque c'est la Visma Leasebike qui devient la locomotive du peloton professionnel. À voir cette année, puisque ça a l'air surtout d'être la UAE cette année, mais à voir pour UAE les prochaines années qui eux aussi font des recrutements de fou. Et donc du coup, bon, on arrive à ce Tour de France 2024. Donc 2024, c'est une espoir. 2024, c'est quand même une année compliquée pour l'instant, hein. Il y a 7 victoires pour Ineos au moment où je m'enregistre, donc c'est vraiment famélique. C'est à l'image du recrutement estival qui a pas été fou, si ce n'est le highlight, ça va être Tobias Foss et la rumeur Remco, mais bah, c'est tout quoi. Et donc du coup, selon PCS, les coureurs prévus pour la Ineos, ce sont Carlos Rodriguez, Tom Pidcock, Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski et Egan Bernal. Et personnellement, c'est la dernière année de Luke Rowe, mais comme il a toujours été là, il a été là sur 5 succès au général du Tour de France, je pense que Luke Rowe fera également partie de la sélection de la Ineos sur le prochain Tour de France. Et du coup, bah, premièrement, quel est l'objectif de l'équipe? Alors, l'objectif de l'équipe, forcément, ça va être de décrocher un podium. Ineos, malgré le changement un peu de recrutement, ça reste une équipe, le savoir-faire et surtout sur les classements généraux. Et donc, forcément, on le voit de toute façon au travers de tous les grands tours les années passées, l'objectif du début, c'est toujours obtenir un résultat pour le classement général, notamment des podiums. Et cette année, ils vont se donner moyen puisque Carlos Rodriguez, solide quatrième du dernier Tour de France, bien qu'il connaît une saison un peu discrète jusqu'à présent, ça reste quand même une valeur sûre en pleine explosion. Et donc, il sera le leader de l'équipe pour obtenir ce podium. Bien entendu, à côté, Geraint Thomas, à voir comment il revient du Giro, mais sera un peu en capitaine de route. Egan Bernal revient bien également. Voilà, il y a un changement de cycle aussi qui a eu lieu, mais l'objectif reste le même, le podium final. Je pense, à titre perso, que ça va quand même être possible. Ça va être compliqué, cela dit, en tout cas beaucoup plus compliqué pour moi que les années précédentes, dû notamment au fait des start lists des différentes équipes, que ce soit Bora, ça a parlé de Roglic, Hindley, Blasov, UAE, Ayuso, Almeida, Yates et Pogacar forcément. La Visma, à voir comment Vingegaard revient de sa blessure, mais il sera là avec notamment Sepp Kuss également. Et enfin, côté Soudal, il y aura sur Remco évidemment aussi, à voir également comment lui revient de sa blessure. Mais voilà, il y a quand même énormément de coureurs qui peuvent légitimement prétendre à un podium sur le Tour de France.
Et donc va falloir voir comment Carlos Rodriguez va s'en sortir. L'avantage qu'il a, selon moi, c'est que par rapport notamment à la UAE et à la Bora, il va pas devoir se sacrifier. Ou en tout cas, il semble une jambe au-dessus des autres. Par exemple, côté Bora, je sais pas ce que Hindley ou Vlasov feront avec Roglic. Est-ce qu'ils vont vraiment se sacrifier à 100% pour lui ou comme Vlasov l'avait déjà déclaré, son but étant de faire un bon classement général, est-ce qu'il va se sacrifier mais aussi être un peu égoïste, etc. Je sais pas. Chez UAE, le problème c'est qu'on sait même pas qui sera leader puisque théoriquement ça devrait être Pogacar mais il va doubler avec le Giro donc ça va être compliqué. On sait que Almeida c'est pas non plus le mec le plus facile à gérer en tant qu'équipier. On se rappelle notamment de toute l'histoire avec Remco sur le Giro 2021 où il était pas content de devoir l'attendre car car Remco était le leader au départ de ce Giro. Donc à voir comment ça se passe pour eux. Et tout ça, ça pourrait profiter du coup à Carlos Rodriguez du fait que sûrement y avoir beaucoup plus de calculs au sein des autres équipes alors que lui, chez Ineos, bah, il sera le leader. C'est pas pour être méchant, mais un Egan Bernal, bien qu'il revienne à un bon niveau, je suis pas du tout convaincu qu'il ait les cannes pour faire un top 5 sur le tour aujourd'hui. Et déjà, s'il fait un top 10, c'est déjà merveilleux selon moi. Voilà. Tom Pitcock, c'est pareil, ça aussi, c'est un sujet quand même délicat, puisque Tom Pitcock, on sait que lui et Ineos bah, veulent en faire ou devenir un coureur de classement généraux pour Grand Tour. Personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Euh, Non seulement pour moi, il a pas la caisse pour prétendre à un bon classement en général, enfin quand je dis bon classement, je parle évidemment d'un top 5 surtout, pour voir podium sur un grand tour. Il est pas assez bon en montagne et il comble pas ce retard en montagne par des qualités phénoménales de contre-la-montre. Donc selon moi, c'est pas une bonne idée, c'est plus le brider qu'autre chose. Et donc moi, j'espère voilà que au-delà de cet objectif initial qui est le podium. J'espère aussi voir une équipe Ineos offensive. On sait qu'ils répètent souvent au début des courses, pareil pour le Giro, etc., qui veulent être là pour être offensifs, faire le spectacle. J'espère qu'ils vont aussi quand même le faire. L'an passé, ils ont réussi, hein. Miral Kwiatkowski s'impose au Grand Colombier. Carlos Rodriguez surprend Vingegaard et Pogacar et va chercher son étape de prestige quand même aussi sur le Tour l'an passé. On sait qu'ils sont capables d'être offensif, mais j'espère les voir plus à l'avant et surtout que les coureurs vont pas être forcément obligés de rester avec Carlos Rodriguez. Je veux dire, par exemple, j'aimerais bien que des fois Pidcock et Thomas restent avec Carlos et que Egan Bernal aille dans l'échappée ou inversement, Bernal reste avec Thomas et puis ce soit Pidcock et puis d'autres fois ce sera Thomas, etc. Enfin, ça serait bien aussi qu'il y ait un peu cette alternance-là. Mais voilà, moi je vois quand même l'objectif initial, à savoir le podium, est réalisable. Et au vu de la qualité des coureurs engagés, tu devrais quand même être capable de chercher une victoire d'étape. Bon voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette équipe. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Donc par exemple également, dites-moi c'est quoi votre souvenir de la Sky sur la dernière décennie. Moi voilà, je parlais du Mont Ventoux, mais peut-être que vous, ça va être la Pierre Saint-Martin lors du Tour de France 2015 ou que sais-je. Et évidemment, dites-moi également ce que vous les voyez faire sur le Tour de France 2024 cette année. Réussiront-ils leurs objectifs ou pas? Y aura-t-il une surprise, une déception? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si la vidéo vous a plu, forcément, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur nos réseaux. On est surtout actifs sur Instagram et Discord. Les gens sont super sympas, etc. Vraiment, c'est là où on est le plus actifs. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. De toute façon, tout est dans la description. Et voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les gouttes. Salut! Salut les gouttes!